kystes fonctionnels peuvent vous amener à l'intervention parce que ça peut se tordre. Alors ça devient une urgence. À ce moment-là, ces kystes-là doivent être pris en charge. Mais habituellement, les kystes qu'on opère, c'est des kystes qu'on appelle des kystes organiques. Eh bien, ces kystes-là n'obéissent à rien. C'est un peu comme des tumeurs. Et habituellement, ça peut, contrairement à ce que j'ai dit pour les myomes, il faut bien suivre les kystes. Parce qu'un kyste peut devenir un cancer. Donc, si vous avez un kyste, vous revenez, on vous dit il est persistant et tout ça. Et nous, à l'échographie, nous avons des images qui nous permettent de dire que ces kystes risquent de pouvoir poser des problèmes un jour. Donc, on l'enlève même si il est soi-disant fonctionnel. Donc, des vrais kystes, vous pouvez avoir des kystes, j'en ai sorti un pendant comment dirais-je, la campagne, où j'avais 3 litres d'eau. Donc, ça dit que c'était quelque chose qui était jusqu'ici, chez une femme de 24 ans. Donc, les kystes, c'est une maladie des ovaires. Les myomes ou les fibromes, c'est une maladie de l'utérus et des seins. Parce qu'on a des fibromes de sein. Mais, je voudrais dire, parce que peut-être quelqu'un va vous dire aussi un jour, certains kystes solides de l'ovaire peuvent être considérés comme des fibromes. Docteur, s'il vous plaît, moi je voulais savoir quelle est la différence et pourquoi les taux de l'accouchement par césarienne est actuellement très élevé par rapport à l'accouchement par la voie basse. Puisqu'une femme surdée accouche plus par césarienne que par la voie... Surtout en Europe, madame. Surtout en Europe. Du moment que vous avez une présentation des sièges, j'ai encore discuté avec eux dernièrement, parce que chaque fois que je reviens ici, je reviens dans mon département, au réunion du matin, et bien, eux, ils ont systématisé. Donc, en fait, pour eux, c'est la qualité de l'enfant qui compte. Et puis, vous, ici, la mode, c'est que des femmes demandent ce qu'on appelle des césariennes de convenance. Je ne vais pas souffrir, je vais garder mon corps sans destruction, et puis, bon, on fait une césarienne de convenance. Chez eux, c'est ça augmenté. Chez nous, nous n'avons pas ces luxes-là, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous travaillons dans les conditions les plus difficiles, nous avons des problèmes d'infection, et puis les césariennes, ça saigne, on évite des transfusions. Si je décide de faire une césarienne, c'est que je ne peux pas faire autre chose qu'une césarienne, madame. Si vous avez un enfant à terme, normalement, un enfant sort comme ça. Si c'est met comme ça, madame, je n'ai pas autre chose que de pouvoir les sortir. Madame, vous avez compris? Si votre enfant a une malformation, une grosse tête, je ne sais pas, je ne peux pas faire autre chose, madame. Si vous-même, vous avez un problème cardiaque et que je ne peux pas vous demander de pousser, madame, eh bien, je dois sortir cet enfant par la voie haute. Il y a donc plusieurs indications de césarienne qui concernent l'enfant lui-même, la femme et le deux. Mais tout dépend des écoles. Ici en Europe, c'est les coefficients intellectuels de l'enfant. En Amérique, il y a des collègues obstétriciens qui ont arrêté les métiers. L'histoire d'un enfant de 27 ans qui avait des problèmes à l'école, donc à l'université, qui avait des sessions, qui avait des examens à répondre, et ses parents se sont posé la question pourquoi cet enfant est comme ça. Ils sont allés voir la maternité où est né l'enfant, et comme tout est conservé là-dedans, en entrée, ben, ils se sont rendus compte que cet enfant est né avec un apgar de 7, et puis difficilement, 10 minutes après, a atteint 8. Pour les parents, c'est l'obstétricien. Il a dû débourser 25 millions pour les dommages. Oui. Il y a un problème qui a été posé par l'ensemble des enfants nés avec le ventouse. Oui. Il semble que le QI de ces enfants-là, en moyenne, est très bas, le quotient intellectuel. Alors évidemment, ils se sont constitués en partie civile pour pouvoir réclamer des dédommagements. Donc le modèle nous vient, je crois, des États-Unis, et peut-être certains médecins ici sont au courant de cela, préfèrent plutôt la césarienne à l'accouchement par la voie basse. Voilà. Mais nous faisons plus d'accouchement par la voie basse, même des sièges, nous le faisons par la voie basse. S'il n'y a pas une contre-indication, on n'a pas le couteau facile. Mais par contre, si vous avez déjà été opéré pour une raison ou pour une autre, hein, madame, ne cherchez pas à accoucher par la voie basse.
c'est un stress permanent pour l'obstétricien qui vous accouche, et c'est un danger pour vous, parce que l'utérus peut s'ouvrir, surtout si on a opéré mal, entre guillemets. Les incisions médiales, eh bien, un utérus peut s'ouvrir comme un livre. N'oubliez pas, madame, que nous, en tant qu'obstétriciens, nous avons la tâche la plus difficile, parce que nous ne pouvons pas accepter les décès. Parce que habituellement, quand vous venez, madame, vous souriez. Peut-être de temps en temps, vous avez des contractions qui vous attristent, mais habituellement, vous venez en marchant. Et venir annoncer à la famille que vous êtes morte ou l'enfant est mort, c'est toujours un problème. Et habituellement, c'est parfois un problème de la compétence de l'équipe qui vous reçoit. C'est pour ça qu'on est en train aussi de vulgariser ces côtés-là. Oui, docteur. Oui. Moi, justement, ça rentre dans votre sujet. Ouais. Et c'était par rapport aux kystes et au myome. Donc, si j'ai bien compris, vous avez dit que les kystes se développent à l'extérieur de l'utérus. Non, c'est l'extérieur dans l'ovaire. Oui, dans l'ovaire, donc à À l'extérieur de l'utérus. Voilà. Donc, alors moi, j'aimerais comprendre donc, pendant le processus de recherche de fertilité, on dit à une femme qu'elle a un utérus microkystique. Ah non, des ovaires microkystiques, pas un utérus. C'est des ovaires. Les ovaires peuvent être le siège des microkystes, c'est-à-dire que c'est une femme qui prépare les ovulations, mais pour une raison ou pour une autre, n'ovule pas. Le fait de porter des ovaires microkystiques vous amène à des anovulations, c'est-à-dire aux absences d'ovulation, donc vous pouvez avoir un problème de conception. Donc il n'y a pas de conséquences pour l'utérus que d'avoir des ovaires microkystiques. Il n'y a pas de conséquences pour l'utérus, il y a une répercussion sur la fertilité. Parce qu'on parle de la césarienne, en fait. Pour vous, en tant que médecin, en tant que docteur, quand vous faites la césarienne, vous trouvez ça normal? Pour nous, les mamans, parfois, on dit que c'est une faiblesse ou c'est une malédiction ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous sauriez pas nous expliciter un petit peu sur ce point-là pour avoir vraiment une idée bien fixe, bien avertie? Oui, je crois qu'un médecin digne de ce nom doit faire en sorte qu'il y ait moins de morbidité, c'est-à-dire que la femme souffre moins. C'est notre rôle. C'est de soulager la souffrance de la femme. Donc, on ne peut pas se permettre de gaieté de cœur, comme je vous comprends. Et chez nous, dans les milieux pauvres comme les nôtres, il y a ce qu'on appelle la chirurgie alimentaire. Il y a des gens qui ont des indications de chirurgie partout. Voilà, vous avez une appendicite. Étant donné que vous faites confiance à nous, nous vous opérons pour pouvoir gagner notre vie. Ça, ce sont des choses que moi, je suis en train de combattre. Ok? Mais il n'y a aucun plaisir, madame, à pouvoir vous soumettre, parce qu'une intervention, minime soit-elle, c'est une intervention. Habituellement, c'est l'anesthésie qui tue. Parce que, contrairement à tout ce qu'on pense, nous, médecins, on tue moins, nous chirurgiens. C'est plutôt l'anesthésie qui peut ne pas s'adapter. Parfois pas par sa faute. Tout simplement parce que vous êtes une personne différente de l'autre. Si j'utilise la même quantité de Valium chez vous, alors que je l'utilise habituellement chez quelqu'un d'autre, vous pouvez en mourir tout simplement parce que vous êtes trop sensible. Et alors, pour m'amuser à pouvoir vous faire une césarienne, je vous tue, je ne peux pas accepter. Donc, même nous-mêmes, ça nous fait mal. Quand je prends la décision de pouvoir opérer quelqu'un, c'est-à-dire que je n'ai que ça comme solution, et avec la personne j'ai pris avant. Parce que c'est toujours un risque. Donc, mais les indications, il y a des indications irrévocables, comme une présentation transversale, on peut pleurer. J'ai vu des femmes, il y a une femme qui a refusé ma césarienne, je lui ai montré son enfant qui s'est mis, et elle est allée prier pour revenir le lendemain, elle n'est jamais revenue. Je l'ai vue 2 ans plus tard, elle est venue. Docteur, vous aviez raison. Le pasteur a prié, mais finalement, mon mari est venu me chercher, on est allé, on a eu honte de venir vers vous, on a été voir quelqu'un d'autre qui a fait une césarienne, mais c'était trop tard, l'enfant était déjà mort. Parce que quand vous avez une présentation comme ça, on n'attend pas les contractions, on fait ce qu'on appelle une césarienne programmée élective. Je vous opère à long terme, à 37 semaines, 38 semaines, parce qu'habituellement nous opérons aussi, un accouchement peut se dérouler normalement, à un moment donné, pour une raison ou une autre, l'enfant me dit qu'il n'a plus le temps à passer là-dedans. Nous pouvons maintenant communiquer avec l'enfant.
avec les monitoring, avec tout ce que vous voulez, avec l'échographie, j'ai fait mon score biophysique. Cet enfant me dit, il ne peut plus rester longtemps, je le sens. Vous ne... Alors je vous ai dit au départ que non, madame, ça va bien se passer et tout ça. Parfois vous êtes étonné, c'est peut-être une faiblesse par rapport à vous, mais moi je dois pouvoir sauver une vie humaine, je dois les sortir. Donc il faut être bien outillé. C'est ainsi que nous, donc, dans les cliniques des anges, malgré la misère et tout ça, on a fait que nos cliniques soient équipées. Bon, notre malchance par rapport aux autres, c'est que nous avons été ici, nous avions eu des repères. Les autres n'ont pas de repères, mais je ne peux pas me permettre de faire une médecine au rabais, même si ça coûte un peu cher. Mais, en tout cas, ce n'est pas des gaietés de cœur qu'on fait des interventions ou des césariennes. Pour vous, c'est une réussite, en fait, puisque vous sauvez des vies. Si je sauve, c'est parce que mais mon problème, c'est que je dois réduire mon taux de césarienne. Ça, si j'ai plus de 10% de césariennes dans mon organisation, je me dis qu'il y a un problème. Mais ici, ils ne sont pas étonnés. Dans les pays scandinaves, par exemple, 33-40% de césariennes. Ça, c'est pour des raisons que je vous expliquais. Mais chez nous, on a peur de faire des césariennes pour plusieurs raisons. Parce que ça peut s'infecter. Bon, on opère dans des conditions difficiles. Ça coûte cher pour la mère. Donc, on ne se permet pas. Vous avez dit qu'il y a un moment qu'une femme peut fabriquer des anticorps contre les spermatozoïdes. De son mari. Voilà, je voulais quand même savoir si vous pouvez m'expliquer un peu plus sur ça. Quand est-ce qu'on peut fabriquer les anticorps? Ouais. Madame, vous savez, le problème c'est que Dieu nous a bien créés de manière à ce qu'il y a ce qu'on appelle le soi. C'est-à-dire votre organisme est éduqué à pouvoir reconnaître votre corps comme étant votre corps. Voilà. Votre mari déjà n'est pas vous. Votre mari c'est un corps étranger. Donc, lorsque, pour une raison ou pour une autre, le spermatozoïde de votre mari expose les antigènes qu'il ne devrait pas exposer, généralement pas de et tout ça, pour une raison, parce qu'on a dit peut-être les infections, il a fait des infections, ça arrive chez des gens qui ont déjà eu des enfants, ensemble. Et puis à un moment donné, cette femme se met à fabriquer les anticorps anti-spermatozoïdes du même mari. Vous comprenez? Tout simplement parce que pour que ces corps étrangers qui s'appellent spermatozoïdes entrent chez vous, il est masqué par un système immunitaire pour que vous ne puissiez pas reconnaître les spermatozoïdes comme étant un corps étranger. Bien que ce soit un corps étranger. C'est une cellule qui vient d'ailleurs. Les spermatozoïdes, ce n'est pas votre cellule. Mais Dieu a fait en sorte que vous puissiez, votre mécanisme ne puisse pas reconnaître ça comme un corps étranger. Mais pour une raison ou une autre, il y a peut-être une infection ou quelque chose, un spermatozoïde peut venir et vendre la mèche. C'est-à-dire que la femme reconnaît quand même ces spermatozoïdes-là comme étant un intrus. Alors il alerte la police, qui s'appelle le système immunitaire, pour dire qu'il y a un intrus qui est ici. Et ils reconnaissent, ils photographient votre spermatozoïde de votre mari, et ils donnent l'alerte. Ce qui fait que les autres qui viendront, et qui vont paraître comme lui, il va les attaquer immédiatement. Vous allez les attaquer sans le vouloir, parce que vous voulez avoir un enfant. Et donc vous allez détruire vos spermatozoïdes. Le traitement, c'est que je puisse éduquer votre corps à reconnaître le spermatozoïde de votre mari comme étant quelque chose de vous. Voilà. À ce moment-là, je commence à vous faire des perfusions lymphocytaires de votre mari. Ça se fait, hein. Donc, mais c'est un traitement. C'est rare d'abord. C'est un traitement qui coûte très cher. Et au bout de 3-4 perfusions, vous allez reconnaître votre spermatozoïde. Vous n'allez plus l'attaquer. Vous allez l'accepter, les spermatozoïdes de votre mari. C'est ça le traitement. Il est très long, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais l'organisme est tellement bizarre, madame, qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous faites ce qu'on appelle l'autoréaction. C'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Les gens qui ont de rhumatoïdes, donc de rhumatisme, rhumatoïdes et tout ça, c'est des gens qui se détruisent eux-mêmes. Mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails, madame. Donc, il y a simplement un signal qui fait qu'à un moment donné, vous les reconnaissez. Bon, vous reconnaissez maintenant ces cellules-là comme étant des cellules étrangères, donc vous les agressez. Merci. Docteur, explication de tout ce moment sera na comprendre tenga. Donc, na tani ninga na koyeba ke corps étranger zakati na yote. Yote ataka muntu. Mais les autres na yo, ko ezali wana ezali na bagenda. Soki ezalaka ndenge wana te mbe moko na biso. Omoni pourquoi bato bazaka sida bazokufa. Parce que les gendarmes ont été emprisonnés dans un cachot et puis n'importe qui peut faire quoi? Peut entrer. Donc c'est une protection innée, une protection indépendante de votre volonté.
Nzamba sala yo pour que okupate, asala pour mibatela. Donc, apesa yo protection na kati. Mais le problème, il y a reproduction. Et c'est tellement important que, bino, il faut osala yote yo mo komi botate. Yo mo komi botisate, il faut motu mususu abotisa yo. Vous comprenez, hein? Le coup là, normalement, le coup là, cellules il faut détruire normalement. Mais il y a un mécanisme de protection qui fait que l'ennemi n'a pas spermatozoïde mais ou bien la mobile ne fonctionner normalement, sans problème. Mais pour une raison ou pour une autre. A kendaki a zoki mwana, a koti na bandage. Yo bi non. O za mwana na ngati. O te sali le même. Mais a kosala nini a ko détruire mwana wana. Pour aya ko bebisa nzoto na yote. A considérer le quoi la microbe. C'est comme ça. Je veux dire en dernier, d'abord je voulais féliciter les docteurs pour son exposé aussi brillant et clair, bien que l'auditoire ne soit pas à la hauteur de toutes les explications. J'interviens au niveau du dépistage, qui est un dossier purement santé publique. En fait, les myomes, les fibromyoses constituent déjà un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Je sais que ça demande des moyens suffisants. Et je voulais vous proposer, partant de votre initiative, de constituer au contraire un programme national de lutte contre les fibromyoses ou la fibromatose pour que tout le peuple, toute la population congolaise puisse en bénéficier, parce que l'idée partie de Kinshasa, toutes les autres provinces posent les mêmes problèmes aussi des fibromyoses chez les femmes. Je sais que celles vous ne pouvez rien, et même demander un don ou une aide au niveau de la première dame n'est pas suffisant. Par contre, voir le ministère de la Santé publique qui peut institutionnaliser un programme de lutte contre les myomes pourra faire à ce que toutes les femmes puissent bénéficier de la même façon de la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre de programme contre l'hépatitisme, contre la drépanocytose. Pourquoi pas définir un programme national de lutte contre les fibromyoses. Je n'aimerais pas poser une question, c'est une suggestion. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'exposé. J'ai beaucoup appris et ainsi va la vie. Donc. Merci. Merci, ainsi va la vie. Mais je crois que c'est une très bonne suggestion. Mais il ne faut pas jouer à l'autruche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. Vous savez, au Congo, nous avons presque plus de 45 programmes nationaux. Presque chaque maladie maintenant a un programme. J'ai un ami qui a été bombardé directeur d'un programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est notre frère que vous connaissez. Mais ces types-là, jusqu'à présent, ils n'ont même pas un bureau. Donc en fait, l'intention, c'est vrai. Donc le projet, on peut le faire. On va le faire. Encore qu'il faudra qu'il soit accepté, mais qu'il soit financé. Donc, un pays normal, le fibrome, ça tue moins. Moi, j'en parle parce que je suis médecin de fertilité, je suis en train d'aider les femmes dans ces sens, mais les cancers du col, docteur, parce que vous n'avez pas voulu vous présenter à l'assistance, donc c'est un médecin, c'est le docteur Amissi, qui est ici pour préparer sa thèse d'agrégation en chirurgie orthopédique, c'est ça? Si je me trompe, vous pouvez, ici à Liège. Mettez-vous debout pour que vos frères vous voient, quand même. Merci. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'idée, mais un programme de lutte contre les cancers doit être, donc il y a notre ami Soud, que vous connaissez,
le propriétaire de Sultani Hotel, et qui est en fait président de la Ligue nationale de lutte contre le cancer, qui a proposé au ministère de la Santé de pouvoir en faire un programme national de lutte contre les cancers. Je venais de dire que les myomes ne tuent pas, comme ça, tous les jours, mais le cancer du col est la première cause de la mortalité en Afrique. Et donc, chez nous, et les femmes que moi je vois, parce que ça aussi c'est ce qui me fait mal, c'est les femmes qui viennent avec des morceaux de colle dans la main. Mais quand vous avez un col qui commence à tomber en morceaux, mais c'est-à-dire que le cancer, il est où? Il est dans les cerveaux, il est partout. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là? En sachant très bien que la femme de 30 ans ou 40 ans qui me vient avec un morceau de colle dans la main, c'est une femme qui aurait dû être détectée 15 ans avant. Parce que le cancer ne commence pas par devenir cancer, il commence par donner des manifestations anormales dans les cellules du col. On en fait donc ça, on appelle les frottis, c'est que vous faites maintenant, j'espère, vous, mes soeurs qui êtes ici, qui avez la possibilité de vous faire examiner mensuellement, en fait, chaque mois ou chaque année, et presque gratuitement, parce qu'il y a une migraine qui couvre. J'ai peur. Et donc, je crois qu'il faut en profiter. Parce que quand on découvre une lésion précancéreuse, ça veut dire qu'il deviendra le cancer plus tard, aujourd'hui, c'est dans 15 ans que, en fait, cette lésion peut devenir véritablement un cancer. Un programme comme ça aurait dû être directement financé. Mais c'est vrai, mais notre rôle, c'est de parler. En tout cas, quand vous dites ça, moi, je le dis aussi, à la radio et à la télévision, et nous sommes très nombreux maintenant à pouvoir faire pression, parce que c'est aussi notre rôle. On n'a pas besoin tous d'être ministres ou, ça, ou députés. On a aussi besoin de pouvoir être véritablement le porte-parole de la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, nous, on est une salle hétérogène. On est là pour apprendre. On n'est pas au corps médical. On n'est pas des docteurs ni des infirmiers ou des aides-soignantes. Mais on est là pour apprendre, heureusement. Merci. Il y a encore une autre question ici. Bon, chez nous, au Bas-Congo, il y a un certain adage qui dit que oui, Nyokankao. Bon, je voulais savoir si c'est Nyokankao là, c'est la même chose, ils prennent quoi, puisque ça empêche aux femmes qui puissent concevoir. Bon, je ne sais pas si c'est Nyokankao, c'est quoi. Mais je crois que cette question m'a été posée plusieurs fois déjà à Kinshasa. C'est un problème de culture. Chacun de nous, étant donné que nous n'avons pas la documentation scientifique qu'ont les Européens, nous n'avons qu'une tradition. Et la plupart des pathologies ont porté de nous, chez nous. Et je crois que le Nyokankao correspond, parce que la plupart des femmes qui ont... Le Nyokankao, c'est-à-dire c'est un serpent qui fait que lorsque la femme est enceinte, eh bien ça va bouffer son enfant. Ouais. Mais je vous ai dit aussi que le myome, il suffit de porter une grossesse, eh bien vous allez perdre votre grossesse dans les semaines qui vont suivre. Donc pour moi, le Nyokankao n'est que la myomatose utérine. Maintenant, pour aller sortir ça dans la tête de gens, et parfois, c'est si sauve des foyers, en disant que ce n'est pas la faute de cette femme, mais comme on lui a mis un serpent à l'intérieur, ce n'est que normal qu'elle ne puisse pas avoir. Mais ça se solde quand même par la... Non, j'ai dit par la séparation du couple, des choses comme ça, parce que la famille cherche une autre femme à la place. Je crois que le Nyokankao, c'est une myomatose utérine, une fibromatose utérine. Il y a certaines femmes à Kinshasa qui appellent ça l'Ibanga et l'Ibumu. Parce que vous sentez vraiment comme si vous aviez une pierre. Et c'est la vérité parce qu'il y a certains myomes qui sont calcifiés. Quand on voit l'échographie, on voit plutôt des pierres. Et tout ce qui est calcifié à l'échographie est tout à fait blanc. Et donc vous avez des halos blancs tout autour des myomes. On dit ça, c'est un myome calcifié. Et lorsque nous opérons, vous ne pouvez pas passer avec les bistouris. Ah oui, parfois les bistouris se coupent parce que c'est pierreux. Donc c'est vrai. Donc on peut considérer que le Nyokankao, je crois que quand on va écrire la médecine, on va écrire la médecine à Lingala et à Kikongo, parce que moi j'aime bien, parce que j'ai une clinique à Boma, donc j'apprends beaucoup les Kikongo, et je crois qu'il faudra ce genre de choses
mettre comme traduction dans... Parce qu'il y a beaucoup de choses en médecine qui n'ont pas de nom en français. En lingala chez nous. J'ai encore une autre question, docteur. Merci, madame. Malheureusement, à Napoto, Mibali va très très fatigué. Vraiment très fatigué. Alors, suivant votre exposé, à un moment donné, le bail que au voci de Salemaka, na côté il y a ouvert, moi c'est de Moutou à Bimisakamu. Alors, Moubali a Pesaka spermatozoïde. Alors, moi si jamais à Kokobotaye, moko soki Moubali a Pesité. C'est ça. Alors, Moubali a là la ronflaka. Et puis, au fil, moi c'est qui a stérile. Est-ce que le conseil est placé ou non? Conseil Ezali. Conseil Ezali. Maman Liboso, hein? Question des actes qui sont commis. Pour les Cameroun, on a le bagité. On a vu ça, qu'il y a solo. Même si on parle de la parité aujourd'hui, je crois qu'elle doit rester sur le plan social, professionnel. La parité, je veux dire, biologique n'existe pas. Hein? Il y a un biologiste ici. Je crois qu'il ne va pas me contredire. Madame, dans ce processus de fécondation, la femme donne un œuf un seul jour pendant quelques heures parce que pour qu'un œuf mûr soit fécondé, il doit l'être dans les 6 heures qui suivent l'ovulation. Vous comprenez là? Si vous ovulez ce matin, si vous n'avez pas de rapport à 11 heures, eh bien, vous n'allez pas concevoir. C'est pour ça que je vous ai dit ici que l'espèce humaine est tellement peu fécondante que même si vous avez les rapports tous les jours, vous n'avez que 20% de chances de tomber enceinte. Ok? Ça c'est un. Donc, si votre mari vient le soir, vous comprenez? Il ronfle, ok? Et que vous ovulez 2 heures après, ouais? Et que vous, allez secouer vers 4 heures du matin, il accepte quand même de se mettre ensemble avec vous, madame, vous avez raté l'occasion de pouvoir tomber enceinte. Ça, c'est vrai. Mais si, ce jour-là, il était moins fatigué, il a eu la possibilité d'avoir des rapports un jour avant, ok? Et que vous ovulez maintenant, madame, eh bien, vous allez avoir un enfant. Parce que, contrairement à l'œuf, à l'ovule, eh bien, le spermatozoïde, lui, il est fécondant pendant 3 jours. 72 heures. Il est là. Mais il peut vivre même pendant 1 mois. Parce qu'on a trouvé des spermatozoïdes vivants dans le corps d'une femme qui a été violée 1 mois après. Donc, tous les problèmes, c'est de lui dire, hein? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Quand? Parce que je parle de la fertilité, je voudrais qu'il y ait beaucoup de Congolais qui naissent ici après moi. Donc, vous savez que lorsque vous avez, quel que soit votre cycle, les cycles, disons, considérés comme normal, c'est un cycle de 28 jours. Et l'ovulation se passe toujours 15 jours avant les prochaines règles. Toujours. Si les cycles changent, c'est la première partie du cycle qui va balancer. Mais la deuxième partie du cycle ne change pas. Or, nous savons que nous ne sommes pas des mécaniques, nous sommes des êtres biologiques. Une femme peut avoir un cycle de 24 ou de 20 jours. C'est encore acceptable, même si c'est court. Mais elle peut aussi avoir un cycle de 36 jours. Si je prends la moyenne de cela, eh bien, je ne parle plus de jours d'ovulation, je parle de la période d'ovulation. Pour moi, les femmes qui viennent me voir pour avoir des enfants, si je fais tous ces examens et qu'il n'y a pas de problème, je dis, écoutez, demandez à votre mari de dormir du premier jour des règles jusqu'au 9e jour. Et d'ailleurs, je leur demande de ne pas avoir de rapports pour qu'ils gardent la possibilité de pouvoir travailler longtemps pendant 10 jours après. Ok? Alors je leur dis, eh bien, la bonne période commence, la période verte, pour les gens qui veulent avoir des enfants, c'est des 10e au 18e jour. Pour les jeunes filles qui ne veulent pas avoir des enfants, j'appelle ça la période rouge. Il faut sauter, il ne faut pas toucher. Ok?
Il ne faut pas toucher à cette période, sinon vous allez vous retrouver avec un bébé. Or, on n'a pas dit que la sexualité égale maternité. On peut bien jouir de sa sexualité sans problème et on peut avoir des bébés au moment où on en a besoin. Donc pour les amis qui ronflent, nous tous, à un certain âge, nous ronflons, je leur dis, bien, de ronfler du 1er au 9e jour, entre les 10e jours et les 18e jours, eh bien, laissez que maman te réveille de temps en temps. Voilà la réponse. Question de ce côté-ci. Merci. Tuna papa. Na moma mwasi aboti. Bakati mutole ya mwana placenta ekangami. Na kati ya uterus. Nini eprovoka que placenta ekangama na kati et risque nini eza na yango? Monene. Merci. Merci mingi pona mutuna na yo. Mwasi accouchement pona biso esilaka soki koko ya mwana abimi. Yango tozomela placenta. Tant que koko ya mwana abimi na noté, les dangers, les plus grands dangers, il y a accouchement, et ça dit la rétention du placenta. Son placenta est limité, et ça, koko son makas. Parfois, tu as des petits pour te sauver, moi, si tu l'envoies une matrice. Mais, et là, on dit ça, la paquet, placenta est limité. Makambo, il y a des mousseux à mon ganga, ou les akobotisa, ou bien infirmières akobotisa, et bien ça, on a été romanime. Ce qui m'a abîmé, bah, il dit biso, bah, tu vas faire ça biso, matin, il y a un accouchement, qu'il faut au moins 15 minutes. À partir de 15 minutes, au moins, que moi, je suis à outil au bota d'abord. Pour que je boti bazalia. Ce que boti moi abîmé, et là, on est les caca. Et 5 ans, hein, maman. Donc, aux alliés, c'est ce qu'on appelle la délivrance, quoi. À ça, abîmé, contraction, ça se sauter. On va dire pendant 15 minutes, et quelques 15 minutes après, la contraction commence pour que Ndekoya Mwana a Bima, Kokoya Mwana a Landaye. Si, au bout de 30 minutes, il ne sort pas, il faut aller chercher le placenta. S'il n'est pas collé contre le muscle de l'utérus, c'est ce qu'on appelle le placenta accreta, perfeta, increta, eh bien, s'il n'est pas collé, il suffit d'aller, et il ne faut pas faire l'erreur de donner la méthergie, parce que c'est ce qu'ils font avant que le placenta ne sorte. Parce que si on peut s'y mettre, colle ça nini et kangani. Or que ce que maman a boti, colle naïsa poleli, au koki kokina na loboko, tina kati ya matrice, au longo du placenta, au dimisi. Mais il y a des placentas qui ne se décolleront pas. Tout simplement parce que, et contacti na muscle il y a matrice. Ouanande et zobenda mindondo. Il y a beaucoup de théories. J'ai essayé de sortir, je n'ai pas pu. Comme mon maître m'avait dit, de temps en temps, tu peux laisser le placenta dedans. Mais sauf en Afrique, m'a-t-il dit, parce que ça peut s'infecter, et si ça non. J'ai laissé ces placentas et j'ai bombardé cette femme d'antibiotiques. Au bout de 6 mois, il n'y avait plus de placenta dedans. Ça s'est résorbé. Ça peut arriver. Mais habituellement, c'est un traitement difficile. On peut juste aller enlever la matrice. Mais la plupart des placentas qui restent là-bas ne sont pas des placentas increta dont je vous ai parlé. C'est des placentas qui sont restés, mais la personne n'a pas eu la présence d'esprit d'aller le chercher. Et si le placenta reste dedans, la matrice ne va pas se contracter. Parce que la matrice va se contracter si le placenta sort. Même s'il reste un morceau de placenta, comme un grain d'haricot, il reste dedans, la matrice ne va pas se contracter. C'est ce qui tue les femmes. Elle va saigner parce qu'il y aura ce qu'on appelle une atonie utérine et elle va saigner la rage. Parce que vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est l'accouchement? C'est la matrice qui est venue blesser, donc c'est le placenta qui vient creuser un trou dans la matrice. Tous les vaisseaux de la femme sont ouverts pour nourrir l'enfant. Parce que c'est ça, si une femme a une hypertension avec des vaisseaux serrés, cet enfant ne va pas bien grandir. Donc pendant la grossesse, ce n'est que normal que ces vaisseaux soient ouverts. Mais une fois que l'enfant est sorti et que le placenta est sorti, il faut rapidement que la matrice se contracte. Ça devient comme une pierre pour fermer les vaisseaux qui sont ouverts. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous l'avez égorgée et elle va mourir. C'est comme ça qu'elle meurt. Donc,
Voilà, si je peux répondre à votre question. Donc, les placentas qui restent dedans, c'est dangereux, très dangereux, c'est mortel, mais il arrive qu'on puisse avoir la possibilité de les sortir si on connaît la règle. Je disais ici qu'il ne faut pas tirer avant. Il y en a qui n'attendent pas les 15 minutes dont je vous ai parlé et qui commencent, ils sont très pressés, ils commencent à tirer sur le placenta. Si vous commencez à tirer sur le placenta, vous allez sortir un morceau, mais d'autres morceaux vont rester et la femme va saigner de la même manière parce que l'utérus n'est pas assez contracté. Voilà. Oui, docteur, naza na mutuna mosusu puisque tantôt olobaki mpona traitement bamédicament mosusu tokoki kozwa ekoki kokoze biso baproblème olobelaki yango mpona bamama. Mais est-ce que ça peut arriver aussi que batraitement mosusu bapapa bakoki kozwa ekoka koabime aussi baspermatozoïde na bango? Ça, c'est seulement pas un traitement, surtout l'infection. Ce qui je parle, je m'adresse aux jeunes gens qui sont ici, qui ont un projet de mariage, qui vont se marier un jour. Et il ne faut pas vous détester si vous êtes vierge. Donc, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, abstenez-vous. Jusqu'au jour où vous aurez la possibilité d'avoir un mari. Et commencer à avoir une activité génitale, donc sexuelle, normale. Parce que, maintenant, les rapports sexuels tuent. Ça, on le sait. Tout de suite. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est porteur du virus, vous ne mourrez pas le même jour, vous allez mourir après. Ou bien vous allez mettre vos enfants en danger. Mais ça ne peut pas te tuer. Il y a des infections sexuellement transmises, vous ne sentez rien. Les femmes font des infections. Parce que quand vous posez la question, est-ce qu'on sait l'infection de la salatée? Mais 75% des infections génitales sont passent inaperçues, la femme ne le sent pas. Contrairement à l'homme, l'homme, si l'homme a une infection, par exemple une gonococcie, une chaux d'épices, dans le 24 heures qui suivent, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il va avoir ce qu'on appelle la chaude pisse. C'est-à-dire il a chaud lorsqu'il pisse. Et donc, et ça, c'est parce que les urines sortent dans la même voie que sortent les spermatozoïdes chez l'homme. Par contre, les urines chez la femme n'ont rien à voir avec la voie de la reproduction, par exemple. Donc, elle peut bien être. C'est pour ça que certaines personnes discutent même, disent non, ma femme n'a rien. Mais elle n'a rien. Est-ce qu'elle vous a dit? Non. Mais vous avez un autre rapport? Non. Mais voilà, c'est venu de là. Parce que la femme peut bien être infectée sans le savoir, parce que la voie génitale n'a rien à voir avec la voie urinaire. Donc, il y a des microbes qu'on appelle les Klebsiella et qui peuvent facilement infecter les chlamydiés, qui peuvent facilement infecter les voies génitales sans que la femme sente, mais ces microbes sont destructeurs de trompes. Donc, vous n'avez pas senti que vous étiez infecté, mais vous vous retrouvez avec des trompes abîmées parce que vous avez fait des rapports non protégés. Donc, il faut vraiment que les rapports soient protégés lorsqu'on ne se retient pas. Donc, si, je ne sais pas si j'ai répondu comme ça à votre question. Pas vraiment, parce que moi, je voulais demander par rapport aux hommes. Est-ce que ça n'a pas qui si nous sommes les oiseaux, mais la même chose avec la maladie, et son rôle est beaucoup abîmé, parce que oui, il y a des médicaments qu'on prend, par exemple, lorsqu'on prend des médicaments contre les cancers. Ces médicaments peuvent également arrêter la production des cellules sensibles qui sont les spermatozoïdes. Lorsqu'on est alcoolique à mourir, les drogués, eh bien, ces toxines peuvent évidemment interférer avec la fabrication de spermatozoïdes. Mais ce qui détruit le voie spermatique, c'est-à-dire chez l'homme, vous avez vu, je vous ai montré les testicules. Parce que quand on vous parle des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes dans les spermes, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas nécessairement. Il les fabrique. Mais les spermatozoïdes ne peuvent pas quitter les testicules pour aller vers l'extérieur, tout simplement parce que les routes sont barrées. C'est comme si les trompes étaient bouchées. Donc, elle va avoir une éjaculation normale, l'esperme va sortir, mais il n'y a pas de poisson dedans. Il n'y a rien. C'est clair comme eau des roches. À ce moment-là, ce qui fait que pendant sa jeunesse, il s'est détruit lui-même les canaux déférents
en contractant les infections, par exemple, du genre que je viens d'expliquer ici. Mais il y a des médicaments, je réponds à votre question, il y a des médicaments qui peuvent avoir des répercussions, il faut bien lire les notices. Il y a aussi des médicaments qu'on doit prendre parce qu'on doit survivre et qui peuvent avoir des retombées sur la fertilité de l'homme. L'utilisation, par exemple, voilà, les rayonnements, aux ultraviolets. Tout ça, ça peut entraîner des problèmes. Et je n'ai pas dit, il faudra que madame m'avait poussé. Les jeunes gens, depuis que je suis rentré à Kinshasa, pour démentir le fait qu'on parle que de femmes, j'examine, quand une femme vient, surtout les jeunes filles, les jeunes femmes, entre 25 et 30 ans, qui viennent me voir, parce qu'on se marie maintenant un peu plus tard quand même, en priant. Mais il y a aussi des hommes de la même génération qui viennent, parce que maintenant j'appelle obligatoirement les hommes. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de spermogramme chez ces gens de 25 à 35 ans. Pourquoi? Peut-être à cause des infections, mais il est prouvé que lorsqu'on met des jeans serrés, ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les testicules dehors. C'est pour être à la température ambiante. Si vous chauffez vos testicules au rouge, vous allez avoir des problèmes de fabrication de spermatozoïdes. Vous en aurez de moins en moins. Ce n'est pas un problème de la fréquence des rapports, parce que les gens qui pensent. Ou soit c'est des infections, ou bien vous serrez vos testicules dans les jeans et dans les caleçons très serrants. Alors, qui me dirait, alors c'est pour ça que les Arabes ont compris et ils ne mettent pas des culottes. Eh bien, ils se reproduisent beaucoup. Hein. Moi, je n'ai pas prouvé, mais je crois qu'il faut chercher dans ce sens-là. Oui, madame. Au fait, ma jeune fille Baza, papa, quelles sont les contraceptions qu'on pouvrait peut-être ma jeune fille n'être qu'aux et puis conséquences nango plus tard et l'on est bon, contraception à ma casse. Hein? La jeune fille non a banité. Ce n'est pas le fait qu'on a un copain que ça devient un mari. Hein? Donc il faut qu'on se préserve pour la mobile. Hein? Ça, je dis en tant que chrétien d'abord. La véritable protection, c'est l'abstinence. Ça, c'est ce n'est pas vrai. Bien que j'ai appris une histoire d'une fille qui est tombée enceinte de son père parce qu'il se lave dans la même baignoire. D'accord. Alors qu'elle se garde, mais elle est quand même tombée enceinte. Hein? Parce que ça, il faut faire attention quand on dit il faut bien avoir des ustensiles à toi en Afrique. Hein? Ici, vous avez des baignoires, là, c'est des seaux. Hein? On peut se passer des seaux, des essuies. Il faut faire attention. OK? Donc, ça, c'est la première chose, l'abstinence. Si vous ne savez pas vous retenir, OK? Pour éviter des grossesses et la mort, protégez-vous. Il y a des préservatifs masculins et féminins. Pourquoi? Pourquoi prendre des risques? Pour 5 secondes parfois. Pour 1 minute, vous détruisez toute une vie. Pourquoi? Protégez-vous pour recommencer plus tard. Parce que des cadavres qui viennent faire l'amour, il n'y en a pas beaucoup. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant, il y a des pilules microdosées qui existent, mais en condition qu'on puisse respecter la prise. Parce que les pilules sont contraignantes, il faut les prendre à la même heure et de manière régulière. Si c'est quelqu'un qui a déjà de filles mères, qui a déjà eu des enfants et qui veut planifier, mais je crois qu'à celle-là, je conseillerais un stérilet. Un stérilet à base d'hormones, par exemple, qui va la protéger à ces moments-là. Elle n'a pas besoin de prendre des pilules en longueur de journée, et ce sont des petits stérilets quand même maintenant, et donc je dis bien si elle a déjà eu un enfant. Parce que le stérilet, ça peut s'infecter et entraîner d'autres histoires. Pour les jeunes qui sont là et qui n'ont pas encore un projet de mariage, eh bien, c'est les 3 premiers éléments dont j'ai parlé. Oui, papa, le comme stérilet. Est-ce que vraiment, ils sont vraiment fiables? Stérilet, ils ont benzane à 100%. Ok. Méthode de Moko, il y a
il y a protection, où ils allaient à 100% comme on a abstinence. Ce qu'on s'allait rapporter, c'est à 100%, il n'y a pas de miracle. Hein? Bon. Sauf Marie. Sauf Marie, mais il y a longtemps. Il y a 2000 ans. Donc stériler, ils allaient d'abord, pour certains chrétiens, ça pose même un problème. Okay? Le fait d'avoir un stérilet n'empêche pas une conception. La fécondation va avoir lieu. C'est pour ça que les catholiques... Voilà. Là, oui, aux gens qui sont stérilés parce qu'ils ont un échec. Mais bateau et au bazali na stérilé, bazo akazeni sanza na sanza, mais ils vendent la carte parce que la place aussi comme moi na nga vanda stérilé, ça nini et vendent et dédissiper environnement voilà. Ok. Mais ceux qui stérilés non ils vendent malamité, parce que c'est pas seulement le fait de les mettre, il faut les contrôler. Parce qu'il suffit que moi, dans une place, moi, je pour vendre. Ce que je te dis, le comité n'a peut-être dans 4 matrices ou bien pembeni, eh bien, moi, dans il y a Salamaki, parce que d'ailleurs, que chaque fois qu'on a les stérilés, il n'y a pas, il n'y a pas absence de fécondation, il y a une fécondation. Il y a des catholiques qui considèrent ça comme étant des avortements à répétition volontaire. Il y en a qui interdisent ça. Les catholiques sont presque stricts. Mais vous, cette fois-là, si vous avez un stérilet mal placé ou bien périmé, parce qu'il y en a qui gardent ça pendant longtemps, je parle de périmé en ce qui concerne le stérilet avec les hormones, parce que la dose d'hormones distillées peut disparaître à un moment donné. Cela, il y a des échecs. Il y a à peu près 1% d'échecs avec les stérilés. Les coitus interruptus, c'est-à-dire le fait de se retirer pendant les rapports, 50% d'échecs. Il faut pas. D'abord, c'est traumatisant, je ne sais pas qui peut se permettre ça. Il ne faut pas les stériliser. Mais la véritable protection définitive pour les mamans qui ont déjà 4 enfants ou moins, c'est la stérilisation. C'est la ligature des trompes, comme vous avez vu là-bas. Et si votre ami votre mari vous aime bien, vous pouvez ne pas vous aller subir l'intervention. Vous pouvez lui demander d'aller subir l'intervention à votre place. Ça s'appelle vasectomie. On va couper ces canaux déférents facilement en 2 minutes. Mais le problème c'est que... Okay. Alors, dernière question pour ce que Maman Badé a dit pour les filles. Surtout aux jeunes filles déjà, mon règle. Quand est-ce que quel âge vous conseillez qu'à partir de tel âge, il faut quand même que n'est pas un gynécologue pour le contrôle de il y a des fois des cancers, il y a des fibromes, il faut attendre 18 ans, tout ça. Mais il y a 18 ans, il a pour faire un rapport militaire. Donc, du moment, il y a ça, parce que le cancer du col, je ne l'ai pas dit, c'est une maladie sexuellement transmise. Dans le bac à voter. C'est une maladie qui se transmet par le sexe. C'est pour ça. Ce qu'on a protégé les lots contre le cancer. Ce qu'on a eu l'immunité, sont pas vaccin. Parce qu'il y a un vaccin qui existe. Le vaccin il y a 14 ans, ce qu'on a eu l'immunité. Même si on a 18 ans, mais ce qu'on a eu l'immunité. Mais ce qu'on a déjà eu l'immunité, le vaccin, ça là, rien. Le vaccin, ça là, rien. Parce que déjà, entre-temps, ni nous, on a virus, on a très malin. Eh bien, à sa côté, à sa badi, ok? Donc, première chose, ce qu'on a vu qu'à règle, et ça, ce n'est pas seulement pour la banabasi, si Bilognon soit besoin de la chance, il y a qu'on soit presque gratuité, il y a prise en charge médicale, soit qu'on a un ordre avec votre assurance et avec Nina Bilon. Non, ici, à partir du moment que puberté est bandit, et ça va dans l'ibal, et ça il faut qu'on ait au moins une fois, comment on a une fois par an. Tant que vous croyez vraiment que les banamibal ici, ils sont dociles sur le plan sexuel pour le kabanabasi? Pour éviter que Bangonde va transmettre les cancers et à col et pas à banabasi, Bango Pessico, depuis un certain temps, on a remarqué une augmentation des cancers de pénis chez les jeunes entre 18 ans et 35 ans. Parce que le même virus qui
est responsable du cancer du col, c'est le même virus qui est responsable du cancer du pénis. Donc, on appelle les alliés, même cancer topesa na balé qui a basi, topesi à mopé, na lé qui a des bali, ce qui au bali na noté, vanda Kenya et pas la bino, ce qu'on au bali ko bima, ce qu'on aux alliés pour se retenir, allez, protégez-vous. Voilà, c'est avec ça que je voudrais bien clôturer. Peut-être que c'est une question à ce que ça va. Oui, ma question est celle-ci. J'ai vu une femme avec un ventre bien ballonné. Alors, elle est allée consulter un médecin et le médecin l'avait dit qu'elle avait donc des boules au ventre et on l'avait opérée. Alors, et cette femme buvait beaucoup de la bière. Alors, on disait que si c'est la bière qui provoque aussi des boules dans l'utérus. Oui, oui, c'est ça que je veux savoir. Non, mais moi je n'ai aucune preuve scientifique pour dire que l'alcool entraîne, jusqu'à présent il n'y a en tout cas aucune piste qui peut nous amener à affirmer cela. Mais tant qu'on voit qu'il y a un gros ventre, ce qu'on va bouleter, est-ce que ça va la acidité parce qu'elle est cirrhotique par exemple. Ce qu'on m'a dit, il y a ça le coup là, ça l'ongola qui va bouler, qui autour de sa limonade. Mais si on va continuer à comme mélanine, on mélange. Et des limonades, on est autour de la sous il y a 36 semaines. On dit qu'on va avoir un maïs na katina limonade, va bien avoir acide, atika comme mélanine on a découvert. Ok, merci. Voilà. Je vous remercie. Nous pouvons vous acclamer vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Comme l'a dit Papa Justin tout à l'heure, le docteur va retourner déjà lundi. Il a des cliniques à Kinshasa, peut-être ceux qui ont déjà entendu parler, Clinique des Anges, et que c'est devenu une fondation. Donnez-moi un petit... En fondation, il y a différentes activités. Ils sont dans la médecine, la santé. Oui. Merci. Il y a 4 départements dans la Fondation des Anges. Il y a le département médical. Il y a le département des affaires sociales et humanitaires. Là, c'est composé de flats. Il y a parfois des gens qui quittent l'Afrique du Sud, qui viennent, ils sont logés dans un hôtel et qu'ils sont opérés après le retour. Et nous aussi qui sommes en Europe, souvent quand nous faisons nos voyages, nous allons en vacances au Congo, nous louons souvent des flats, n'est-ce pas? Il a donc un grand hôtel, il y a des flats, des appartements où on peut même cuisiner soi-même. Il y a des suites aussi. Si on voyage, n'oubliez pas, j'ai des cartes de visite, vous pouvez en prendre. Éventuellement, le cas échéant, réserver un appartement, une suite ou un flat ou une chambre. Il y a aussi le département de la recherche scientifique. C'est avec ce département que nous avons eu des images, des statistiques tout à l'heure, et le département agro-pastoral, essentiellement des activités qui se trouvent on appelle ça Équateur. Non, le province orientale. Province orientale. Oui, donc il y a des fermes. Voilà les 4 départements de la Fondation des Anges. En tout cas, nous remercions beaucoup le docteur de son exposé, de tout ce qu'il a pu faire pour nous. Prière, n'oublions pas ces 4 départements, n'oublions pas la Fondation des Anges. Amen. Amen. Comme lui-même, il a fait le dépistage gratuitement, nous pouvons aussi soutenir la Fondation, d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vraiment nous bénisse. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour clôturer. On a commencé avec la prière, nous terminons aussi avec la prière. J'aimerais que chacun de nous tous dise merci à l'Éternel de la connaissance que nous avons acquise encore ce soir, du moment que l'Éternel a prévu que nous avons passé ensemble et de tout ce que nous avons appris. Prions tous au nom de Jésus. Nous te disons,
Gracias.